Je n'arrive pas à vous entendre. Que dois-je faire, s'il vous plaît? Je vous vois. Alors, peut-être activer tout simplement le son. Alors, je dis un truc, j'enfonce une porte ouverte, mais peut-être activer le son. Chez nous, en bas à gauche, on a... non, ça c'est le son. Non, ça c'est le micro. Ça c'est le micro. Ça doit être vraiment le haut-parleur. Ouais, parce que nous, on ne contrôle pas en fait ça. Ouais, hein. Et les autres personnes nous entendent. C'est vraiment le son de l'ordinateur, effectivement. Bon, je vais démarrer du coup. Oui. Ok, donc merci Françoise. Donc effectivement, je vais me présenter. Alors, plus que ça déroule. Voilà, hop là, voilà. Donc ce webinaire va durer environ 45 minutes. Après, on aura un petit peu de temps pour les questions-réponses si besoin. N'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation au fil de l'eau pour ne pas les oublier. Mais après, il y aura un petit temps à la fin de l'intervention ou par mail, bien entendu, si besoin. Donc, je vais te faire une très courte présentation de qui je suis et de l'approche naturopathique, parce que je pense que pour la plupart, vous connaissez. On va faire un focus sur l'alimentation anti-inflammatoire. Ensuite, on verra les plantes de l'inflammation et de la douleur. Et puis, on terminera par la partie de questions-réponses. Donc, je me présente, j'ai 45 ans, j'ai une fille qui a 17 ans, donc je suis basée à Rosheim pour les consultations. Ma formation de base n'a rien à voir avec la naturopathie, je suis ingénieure chimiste, j'ai travaillé dans l'industrie, j'ai travaillé dans le conseil. Donc, je suis vraiment venue, on va dire, sur le tard, après un parcours professionnel complètement différent. Donc, en fait, je me suis formée à la naturopathie, c'était vraiment de la curiosité. Je souhaitais en savoir plus sur tout ce qui est fait maison, la nutrition, tout ce qui est méthode naturelle pour se soigner et rester en forme. J'avais aussi à l'époque pas mal de carences et puis dans le cadre de ma pratique sportive très intensive, vous allez voir par la suite, je sentais que je faisais les choses pas tout à fait correctement, que j'avais vraiment besoin d'approfondir et puis de changer mon mode de vie et notamment mon alimentation. Donc, j'ai fait cette formation d'abord pour moi et en fait, pendant la formation, ça a vraiment été une révélation et je me suis dit, mais oui, c'est ça que je veux faire. Et donc, c'est comme ça que je me suis installée en tant que naturopathe. Donc, je fais beaucoup de conseils en nutrition, micronutrition, hygiène de vie. Et donc, j'utilise beaucoup les plantes et les huiles essentielles parce que je trouve qu'on peut faire déjà beaucoup de choses avec ça. Puis, je fais pas mal d'accompagnement sportif de par mon bagage puisque je pratique le trail sur des longues distances. Donc, actuellement, je me forme dans tout ce qui est nutrition, micronutrition, et puis je fais un peu de perfectionnement en aroma et phytothérapie là actuellement et l'année prochaine. Donc, la naturopathie m'a vraiment apporté beaucoup au niveau de la pratique sportive et de mon quotidien. En fait, je me suis formée à partir de 2015 et petit à petit, grâce à cette formation, j'ai pu, et donc tout ce que j'ai pu mettre en pratique, j'ai pu augmenter les distances jusqu'à aller sur des distances de 100 ou 120 km à parcourir en course à pied. C'est sûr qu'il faut quand même faire un petit peu attention à son hygiène de vie quand on met un peu à mal son corps de cette manière-là. Voilà, donc j'en dis pas plus, c'était simplement une petite introduction sur l'approche naturopathique. Donc cette approche naturopathique, moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle prend en compte la personne dans sa globalité. Donc on ne va pas s'attacher juste sur un symptôme, mais on va vraiment prendre du recul. L'idée, c'est vraiment de trouver la cause d'un problème, voire de remonter encore après la cause. Donc, et de ne pas juste s'attacher sur le symptôme. On va également travailler sur des notions de terrain. Alors, bien entendu, chaque personne est unique, mais on a quand même des approches terrain qui permettent tout de suite d'identifier des prédispositions à développer un certain type de pathologie ou certaines dégénérescences. Également, alors ça, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant aussi, c'est le côté prévention, éducateur de santé. L'idée, c'est, même si vous n'avez pas de problème particulier, vous pouvez aussi aller voir un naturopathe juste pour vérifier que ce que vous faites est correct. Alors, en naturopathie, on s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'alimentation saine et vivante.
Alors là, on est dans le sujet des inflammations et de la douleur. Vous allez voir que l'alimentation a un rôle vraiment très important. Deuxième pilier, c'est la gestion du stress et des émotions. Alors, on le voit bien sûr dans le cadre de l'inflammation, mais on le voit quel que soit le problème pour lequel on va consulter un naturopathe. Alors ici, dans le cadre des inflammations et de la douleur, c'est vrai que plus on est stressé, plus on est fatigué, plus on est sensible sur le plan émotionnel et plus on va être sensible sur le plan de la sensation de douleur, mais aussi sur les réactions inflammatoires que peuvent induire le stress. Donc, on a vraiment un pilier qui est hyper important. L'activité physique, quant à elle, qui est le troisième pilier de la naturopathie avec les respirations, là, c'est intéressant dans le cadre de moduler la circulation lymphatique, de réguler l'inflammation. Il faut avoir une activité physique qui est ni trop intense, ni trop peu intense. Il y a des personnes là dans la salle d'attente, je ne sais pas si tu veux... Non, c'est bon. Moi, j'en ai 2. Alors, c'est juste le temps que ça se mette en place. Si je fais admettre. Ouais, j'ai fait admettre. On va juste faire attention au micro et à la caméra. Je te laisse désactiver les... Il y en a un qui est avec la caméra. Voilà. Oui, en fait, on désactive les caméras. Donc, bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre. On désactive les caméras, c'est plus pour la bande passante, en fait, pour être sûr d'avoir la disponibilité optimale de bande passante. Voilà. Je crois que j'ai à peu près parlé de tout sur cette page. Oui, hop, faut que je revienne. Voilà. Alors, on a parlé de ce qu'est la naturopathie. Maintenant, c'est aussi important de bien dire ce que n'est pas la naturopathie. Donc, on n'est pas du tout dans une pratique de médecine, on ne prescrit pas de médicaments, on n'établit pas de diagnostic. Tout ça, c'est du domaine du médecin. Et alors, bien entendu, on ne va jamais dire à quelqu'un qui vient nous voir qu'il faut arrêter les traitements. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. On vient en complément. Donc, on vient à côté en accompagnement, mais pas du tout en se substituant. Donc, à ce titre-là, moi, c'est vrai que je parle plutôt de clients que de patients. Alors, ça fait un peu commercial, mais au moins, comme ça, les choses sont claires. Alors, on va aborder une partie assez importante qui est les principes de l'alimentation anti-inflammatoire. Avant de venir là-dessus, je voulais juste faire un petit rappel sur ce qu'est une inflammation. Donc, une inflammation, en fait, c'est une réaction naturelle et normale du corps, et particulièrement des tissus face à une agression. Alors, cette agression, elle peut être multiple. On a beaucoup entendu parler de la réaction inflammatoire induite par ce qui nous concerne actuellement, donc je ne vais pas vous en parler plus. On peut aussi avoir une réaction face, par exemple, à un agent infectieux. Donc, ça, c'est ce dont je viens de parler. Mais aussi tout ce qui est un choc, voilà, une opération, ça peut être aussi une anomalie du système immunitaire. L'objectif de cette réaction induite par le corps, c'est d'éliminer l'agent pathogène et d'ailleurs de réparer les tissus lésés. Alors, on va avoir deux types d'inflammation. Le premier type, c'est une inflammation aiguë. Donc, cette inflammation, c'est quelque chose de très fort, de très instantané, très immédiat, qui risque d'évoluer en chronique si l'agent perturbant persiste ou si cet agent il revient, il récidive. Et donc, à chaque fois, évidemment, vous doutez bien qu'il y a une destruction importante. Donc, il est important de bien canaliser cette inflammation aiguë. Il y en a certaines qui sont chroniques d'emblée. Alors, c'est le cas typique des maladies auto-immunes. Là, on est tout de suite sur une inflammation chronique. Alors, quelle que soit la situation, il faut toujours faire attention quand ça perdure parce que si ça perdure, cette inflammation, cet état inflammatoire, ça montre que l'organisme n'arrive pas à gérer ce qui lui arrive et donc n'arrive pas à remettre l'homéostasie en place. Donc, il y a un phénomène de désadaptation qui peut, à terme, conduire à des inflammations type inflammation de bas grade. Donc, c'est des choses qu'on va avoir qui vont se manifester soit en local avec de la douleur, mais qui peuvent être aussi des choses beaucoup plus pernicieuses dont on n'aura pas forcément idée, comme un très bon exemple, c'est la fatigue chronique ou des difficultés de récupération quand on fait du sport, ou bien ça va être tout ce qui est en HIT, les tendinites et compagnie. Ça, c'est vraiment le signe qu'il y a le corps qui a du mal à s'adapter et à se réparer. Tu veux juste vérifier parce que moi j'en ai plus qui s'affichent et je n'y ai pas accès. Est-ce que tu as quelque chose à admettre ?
Non. Non. Je sais plus de participants. Ok, je laisse continuer. Non, c'est bon. Voilà. Alors, si vous voulez travailler sur l'alimentation anti-inflammatoire, c'est assez simple, entre guillemets. On va dire que les postulats sont simples, la mise en œuvre est un peu plus compliquée. Vous voyez ici, c'est un questionnaire assez simple qu'on peut poser, que vous pouvez vous poser à vous-même ou que vous pouvez poser à vos clients ou patients si vous êtes praticien. Vous voyez les conséquences en fait, des différentes carences qu'il peut y avoir. Alors, l'exemple le plus bateau, c'est je ne mange pas de… alors, attendez, voir, il y a un micro. Ouais, voilà. Donc, si vous ne mangez pas de fruits et de légumes, vous allez avoir un déficit en vitamines. Alors, évidemment, le déficit en lui-même ne pose pas de problème. Ce qui va poser problème, c'est toute la cascade de choses que ça va engendrer dans le corps. Si je prends un autre problème, par exemple, je mange trop de viande. Donc là, en fait, on va entraîner un dérèglement au niveau acido-basique. Le problème, c'est que ça risque assez simplement, si le terrain acido-basique persiste, d'aller vers un état inflammatoire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais je vais rentrer dans le détail sur les pages suivantes, ne vous inquiétez pas. C'est simplement pour vous expliquer que finalement, les questions à se poser sont assez simples, mais que la mise en œuvre va dépendre finalement du problème inflammatoire auquel on est confronté. Alors, ici, c'est assez bien résumé aussi, les choses qu'il faut éviter en excès et les choses auxquelles il faut faire attention dans son alimentation pour être sûr d'avoir un apport qui va permettre de canaliser donc cette fameuse situation d'adaptation, donc de canaliser l'inflammation. Alors pareil, je ne rentre pas dans le détail ici puisque je vais bien détailler par la suite. Alors, il y a une alimentation anti-inflammatoire qui est assez connue, qui consiste à suivre les prescriptions du docteur Seignalais. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, c'est assez connu. Il a fait des choses assez phénoménales sur notamment tout ce qui est maladie d'encrassement et inflammatoire chronique, voire des pathologies particulièrement lourdes. Alors, je vais vous donner les principes de ce régime Seignalais. On appelle ça un régime, on va dire un mode alimentaire. Vous verrez que ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut suivre à la lettre. Comme toujours, il faut partir de certains principes qu'on donne et ensuite chercher ce qui nous convient le mieux à nous. Parce que si on suit tout de manière très, très stricte, on peut avoir d'autres problèmes comme des problèmes de stress ou de frustration qui ne vont pas forcément aider, comme vous l'avez vu sur le plan de l'inflammation, puisqu'on sera constamment stressé. Alors, le docteur Seignalais, lui, il proposait de suivre les choses suivantes. De ne consommer aucun lait animal ni dérivé, donc y compris chèvre, brebis, donc ça fait partie. De ne consommer aucune céréale, alors bien sûr concernant du gluten, donc là pour le coup avec le problème des mutations, mais également des céréales qui sont qualifiées comme indigestes. Alors, les mutations, donc c'est tout ce qui est blé, orge, seigle, avoine et les dérivés, donc le kamut, l'épeautre. Alors lui, il inclut même le petit épeautre, parce que typiquement pour lui, ce sont des céréales qui sont mal gérées. Mais donc, il inclut aussi le maïs pour les problèmes de mutation et il inclut le millet. Alors, moi, je les ai mis petit épeautre et millet en guillemets, en italique, parce que de mon expérience, globalement, c'est plutôt bien toléré. Donc, du coup, en fait, ça ne laisse pas grand-chose. Ça laisse du riz, du sarrasin, du sésame. Bien entendu, on a tout ce qui est aussi les farineux, et puis le quinoa, qui n'est pas une céréale, l'amarante, le fonio. Enfin, ça laisse quand même pas mal de choses, mine de rien. Mais en tout cas, peu de choses par rapport à ce que l'on connaît. Troisième prescription du docteur Seignalais, c'est de consommer des aliments qui sont soit crus, soit cuits à moins de 110 degrés. Alors, c'était pour les histoires de nutriments, tout simplement. Plus on cuit les aliments et plus on va avoir une destruction au niveau structurel déjà, mais aussi au niveau profil vitaminique et profil minéral. Ensuite, il préconise de consommer de manière quotidienne des huiles vierges crues extraites à froid. Donc, ça veut dire, ce n'est pas l'huile que vous allez mettre dans votre poêle ou bien entendu l'huile de friture, mais c'est vraiment des huiles qu'on peut consommer de manière crue, donc dans son assiette, en assaisonnement.
Également, donc, je les ai mis en italique parce que ce sont on va dire des petits bonus, c'est de consommer du sel et du sucre complet. Donc, le sucre n'est pas mis à l'écart dans le régime sénialais. De consommer au maximum bio, pour une raison très simple, c'est de ne pas rajouter de l'encrassement à l'encrassement, évidemment. Et puis, donc, une supplémentation à dose physiologique parce que, de son point de vue, il estime que quand on est dans ces maladies-là, de toute façon, le corps n'arrive pas à suivre et donc il faut forcément rajouter de la supplémentation, d'autant plus que l'alimentation d'aujourd'hui est appauvrie par rapport à ce qu'on a pu connaître, ne serait-ce qu'il y a une cinquantaine d'années. Alors, donc par rapport à ces prescriptions Seignalais, voilà ce que moi, en alimentation préventive anti-inflammatoire, je propose, en sachant que, comme dit, on est plus dans la limitation et donc l'adaptation au cas par cas. Donc, on va proposer de limiter tout ce qui est acides gras saturés, les viandes, particulièrement les viandes rouges, donc tout ce qui n'est pas volaille en fait. Les produits laitiers, les charcuteries, les pâtisseries, tout ce qui contient de l'huile de palme. Donc, tout ça est plutôt encrassant, donc pro-inflammatoire. Alors, les acides gras qui sont transformés, donc les matières grasses hydrogénées, tout ce qui est contenu dans les biscuits, les margarines, les pâtes à tartiner, les barres de céréales, bref, toutes ces bonnes choses que vous voyez affichées là, j'espère que vous n'avez pas trop faim. En fait, ces choses-là, il faut les limiter parce qu'ils sont plutôt pro-inflammatoires. Également, là, moi, je conseille quand même de travailler aussi sur tout ce qui est sucré dans le sens index glycémique élevé. Plus un aliment va avoir un index glycémique élevé, enfin plus élevé l'index glycémique sera, et plus il aura cette tendance à provoquer des perturbations au niveau du corps, puisque ça fait un branle-bas de combat au niveau du pancréas. Donc, nécessairement, le corps doit s'adapter, et donc ça ne favorise pas un milieu plutôt anti-inflammatoire. Donc là, sur les aliments à index glycémique élevé, on va avoir tout ce qui est très cuit, tout ce qui est raffiné, tout ce qui est bien entendu au goût sucré, mais un pain de mie, une pomme de terre sans la peau en purée, des pâtes qui sont très cuites, des pâtes blanches a fortiori, tout ça va avoir un index glycémique plutôt élevé. Donc moins vous cuisez, plus vous rajoutez de fibres, moins vous transformez, et moins l'index glycémique sera élevé. Le sel, lui aussi, alors là, c'est plus pour des raisons d'équilibre acido-basique. Le sel aura aussi cette tendance à favoriser un milieu inflammatoire. Donc, on cherche à limiter la consommation de sel si on cherche à avoir une alimentation préventive. Donc, les produits laitiers, on en a parlé. De mon expérience, ce sont surtout les produits laitiers de vache qui vont vous aider à canaliser vos inflammations. Bien entendu, si vous êtes très sensible, il faut faire le test quand même avec les produits laitiers, les autres, les produits laitiers animaux. Mais disons que s'il y a quelque chose qui doit être supprimé en premier ou vraiment limité fortement pour voir votre réaction, ce sera avant tout les produits laitiers de vache. Le gluten, j'en ai déjà parlé. Donc, moi, je conseille vraiment de limiter tout ce qui est gluten traditionnel, c'est-à-dire le blé, l'orge, le seigle et ses dérivés, donc épeautre, triticale et le kamut. Mais voilà, donc on peut rester sur maïs, riz, selon sa tolérance. Donc, on fait un petit dérivé du régime sénialé. Alors, les acides gras, et notamment les acides gras essentiels. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette planche. Je voulais simplement vous montrer, vous savez, on parle beaucoup d'oméga 3, d'oméga 6. Les oméga 6 qui sont contenus principalement dans les produits animaux, ils ont cette tendance à libérer des choses qui sont plutôt pro-inflammatoires, des cytokines pro-inflammatoires. Donc, on va essayer d'avoir vraiment un bon équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3, avec un apport de, on va dire, de 3 à 5 oméga 6 pour un oméga 3. Donc, le ratio, il est assez simple, finalement, sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt à 10, 15, 20, des fois 25 oméga 6 pour un oméga 3. Donc, c'est très, très simple. Pour aller vers un rapport qui est plus positif, il faut simplement diminuer sa consommation de produits animaux, tout simplement. Déjà, juste ça, ce sera déjà très bien. Et en contrepartie, augmenter sa consommation d'oméga 3 permet
là aussi de rétablir une bonne balance. Parce que finalement, comme je vous disais, c'est le rapport qui est important et non pas l'apport en valeur absolue d'oméga 6 ou l'apport en valeur absolue d'oméga 3. Donc, plus vous apportez d'oméga 6, meilleure sera votre balance également. Alors, les oméga 6 ou les oméga 3, j'ai dit une bêtise juste avant, plus vous apportez d'oméga 3, meilleure sera la balance. Donc, comment apporter des oméga 3? Donc, on en a quand même pas mal dans l'alimentation. Ils sont présents notamment dans les poissons gras, qui est vraiment le meilleur apport on va dire l'apport le plus complet. Ces poissons gras, qui sont principalement la sardine, le maquereau, le hareng, on va dire, hein, le thon et le saumon également. Donc ça, c'est vraiment un apport qui est très complet. On a aussi tout ce qui est l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de cameline, mais aussi toutes les graines et les noix. Donc vous allez avoir par exemple les graines de chia, les graines de lin, les graines de chanvre, qui sont encore peu connues, et puis les noix, tout simplement les noix de Grenoble, quoi, ou les noix d'Alsace pour les Alsaciens. Alors, si on n'arrive pas à apporter suffisamment dans son alimentation, une complémentation peut être nécessaire. Alors, typiquement, je prends l'exemple des poissons gras. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger de poissons gras. Dans ce cas-là, peut-être qu'une complémentation dans les acides gras essentiels apportés spécifiquement par les poissons gras, qui sont le l'EPA et le DHA, il faudra peut-être envisager une complémentation, oui. Donc, on va favoriser dans cette alimentation préventive tout ce qui est épices. Donc là, j'en ai cité quelques-unes qui sont particulièrement connues pour leur côté anti-inflammatoire. Les fruits et légumes particulièrement, alors on a le brocoli, on a le radis noir, on a les champignons. On a aussi tout ce qui est les aliacées, donc la famille aussi des oignons, donc les herbes comme l'herbe de Provence. Vous allez avoir également donc les oméga 3, voilà, j'en ai déjà parlé, j'en reparle ici. Les céréales plutôt sans gluten, comme je vous disais. Donc, on va aller vers le maïs, le riz, mais aussi l'amarante, le millet, donc le soja, qui est une céréale, le quinoa également. Voilà, on peut aller aussi vers les farineux, comme la patate douce ou la pomme de terre. Chèvres et brebis de manière modérée. Hein. Ce n'est pas parce que je dis bon, on peut y aller selon sa propre tolérance qu'il faut se lâcher et se faire très plaisir. Hein. Ça reste quand même des produits animaux. On va aller vers une alimentation plutôt bio, de manière préventive, ou pas forcément avec le label bio, mais en tout cas, vous savez chez qui vous achetez. Voilà. Vous savez que cette personne travaille correctement. Et donc, vous avez vu, si vous souhaitez cuire, une cuisson plutôt douce, donc une cuisson à l'étouffée, une cuisson à la vapeur douce, une cuisson au wok, qui peut aussi être qualifiée de cuisson douce, puisque finalement, on ne fait que saisir les aliments de manière très ponctuelle. Sur le principe, bon là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Hein. L'idée, c'est d'avoir 3 repas par jour avec, on va dire, une collation, a priori, avec un petit déjeuner qui sera plutôt gras et protéiné. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, de se faire une omelette, des œufs brouillés. Voilà, ça, c'est quelque chose de très, très bien. On a le côté gras et le côté protéiné. On va avoir un déjeuner et un dîner qui seront plutôt sur le format 4 quarts. Alors, 4 quarts, évidemment, pas le gâteau, mais 4 quarts sous la forme moitié légumes, donc avec des légumes crus et des légumes cuits. Donc là, vous avez déjà les 2 quarts. Et ensuite, on va avoir des protéines et des féculents. Donc, vous voyez ici, on a bien des légumes crus, des légumes cuits, des protéines avec les pois chiches et des escalopes de poulet, vraisemblablement, et donc des féculents qui sont le riz. Sachant que les pois chiches apportent aussi des féculents. Sur le dîner, on va faire exactement le même principe, hein, mais on va essayer d'avoir un dîner qui sera plutôt végétarien. Pourquoi ? Parce que les protéines animales sont plutôt difficiles à digérer. Donc, pour que votre corps puisse se ressourcer la nuit comme il le devrait, on va essayer d'aller vers quelque chose qui soit léger, facile à digérer, de manière à ce que les processus de réparation puissent se faire correctement la nuit, au lieu que votre corps passe la nuit à digérer. On va respecter aussi un temps de pause entre les repas, c'est-à-dire l'idée, c'est de ne pas tout le temps manger. Pourquoi ? Pour que votre système digestif, lui aussi, puisse se reposer. Si vous mangez tout le temps, votre système digestif, il ne peut pas se reposer. Donc, ça comprend aussi les chewing-gums. On va essayer de manger assis, dans le calme. Alors, je sais bien que ça, c'est facile à dire, mais disons que c'est un principe là aussi, hein, si on ne mâche pas bien,
si on n'insalive pas bien, les aliments ne sont pas prédigérés dans votre tube digestif, et donc ça risque de causer en fait des inflammations au niveau des intestins. Donc, d'ailleurs, je crois que j'en parle juste après. Donc, on va vraiment essayer d'avoir quelque chose de calme. Donc, là, elle a l'air très calme, notre dame, mais par contre, elle est quand même sur son téléphone. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'il faudra éviter. Ou regarder des webinaires pendant que vous êtes en train de manger. Ce n'est pas une bonne idée non plus. Voilà, ma chère salivée, j'en ai parlé. Encore quelques petites illustrations de dîner léger et végétarien. Vous voyez que léger et végétarien, c'est quand même pas triste. Hein. Il y a quand même on peut se faire plaisir avec des assiettes, belles assiettes comme ça, bien colorées. En termes d'hydratation, donc à ne pas négliger non plus, hein, pour bien que tous les fluides puissent circuler correctement dans votre corps. On va aller vers des eaux, des tisanes à volonté. Le café et le thé ne sont pas interdits, mais on va essayer quand même de les consommer plutôt avec modération. Alors, en ce qui concerne l'alcool, donc on ne va pas faire comme ce jeune homme-là qui vraisemblablement n'a pas compris qu'il fallait consommer avec modération. Le vin rouge avec ses antioxydants est recommandé, notamment dans le cadre d'un régime méditerranéen, mais on va essayer de le consommer plutôt le midi, plutôt en milieu de repas. Éviter de consommer l'alcool à jeun pour ses effets de glycémie. Alors, les intestins, donc là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette illustration, puisque ce qui va nous intéresser surtout, c'est la gestion par les plantes par la suite. J'ai quand même voulu parler de l'influence des intestins pour moduler l'inflammation. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez ce qu'on dit par rapport aux intestins, que c'est notre deuxième cerveau. Il y a aussi énormément de choses qui se passent dans nos intestins. Et ça peut être aussi le siège de la modulation de l'inflammation. Je m'explique. Si on a un intestin qui est poreux, perméable, que les jonctions serrées sont altérées, qu'on fait rentrer dans notre système circulatoire des molécules qui ne sont pas censées y rentrer, on va entretenir, exacerber l'inflammation. Donc, on va vraiment avoir des symptomatologies digestives, mais aussi extra-digestives, des choses qui n'ont rien à voir avec la digestion chez des personnes dont l'intestin est poreux. Donc, quand on a une inflammation chronique, il faut quand même aussi se poser la question, est-ce que mes intestins sont en bon état? Donc, si les intestins ne sont pas en bon état, si on suspecte une perméabilité intestinale, donc là, il y a des choses il y a des examens sanguins qu'on peut doser qui permettent de tester cette perméabilité intestinale. On va prendre des compléments alimentaires. Il n'y a pas 50 000 solutions. Bien entendu, derrière, il faut quand même aussi canaliser ce qui peut causer cette inflammation au niveau intestinal. Donc, ce qui est le plus connu, hein, c'est notamment la glutamine, le zinc, le curcuma, la réglisse, et bien entendu des probiotiques pour re-ensemencer la flore, hein, qui elle aussi aura été mise à mal par la perméabilité. Influence du stress et du sommeil. Vous vous souvenez, j'avais parlé de l'alimentation, stress, sommeil, activité physique et respiration. Donc, on a fait un rapide tour de l'alimentation anti-inflammatoire. Maintenant, je voudrais parler du stress et du sommeil. Alors, je parle du magnésium. Là aussi, j'enfonce peut-être un peu des portes ouvertes, mais c'est vrai que pour moduler ce stress et tout ce qui s'ensuit, on a souvent un minéral sur lequel on peut compter, qui est le magnésium. Alors, c'est le chef, hein, il permet de favoriser tout ce qui est repos nocturne, il détend, il est antispasmodique. Et il faut savoir que quand on est dans une situation de stress chronique avec de la carence en magnésium, le fait que vous soyez carencé en magnésium sur un stress chronique va encore encourager la carence en magnésium. Pourquoi? Parce que plus on est en carence, plus on est stressé, plus on sécrète du cortisol, qui lui a notamment un effet qui est d'encourager la chasse urinaire du magnésium. Donc, vous voyez bien que c'est un cercle vicieux qu'il faut absolument enrayer. Et là, on n'a pas 50 000 solutions. Il faut faire attention à son alimentation. Donc, vous voyez des aliments qui sont riches en magnésium, mais il est aussi important là, de se complémenter en magnésium avec un magnésium d'une forme qui sera bien assimilable et riche en magnésium aliments, comme par exemple le magnésium malate, mais aussi le citrate ou le bisglycinate. Les cofacteurs de bonne assimilation du magnésium à ne pas oublier, vitamine B6, ultra connue, mais aussi la taurine. Alors après, il ne s'agit pas d'en prendre des quantités, c'est juste des quantités physiologiques qui permettent
de bien assimiler le magnésium. Gestion du stress aussi par l'activité physique, ce qui fera une bonne transition avec le troisième pilier de la naturopathie. Moi, j'y vois surtout des bénéfices au niveau de la régulation de l'anxiété, au niveau des troubles du sommeil. Bien entendu, on a beaucoup d'autres bénéfices de l'activité physique sur le stress. Donc, ni trop, ni trop peu. Le mouvement, les respirations, donc on en a parlé juste un petit peu avant. Je voulais faire un petit rappel aussi sur l'activité physique. Il n'est pas nécessaire de faire des ultra-trails comme ce que je pratique, qui sont d'ailleurs pas forcément très bons ni très équilibrés, mais il faut simplement mettre son corps en mouvement. Donc ça peut être des choses comme du yoga pratiqué de manière régulière, des pilates, des étirements qui remettent le corps en mouvement, qui font circuler les toxines, qui font travailler la souplesse, qui permettent d'apporter aussi de l'équilibre, qui permettent de travailler la respiration. Donc, ce sont des activités douces qui permettent de mettre le corps en mouvement. Au niveau du sommeil, quelques petits rappels pour bien dormir. Donc, vous vous souvenez, on a parlé du dîner qui doit être plutôt léger et végétarien. Alors, ce qui peut induire un bon sommeil, bizarrement, c'est de prendre un petit peu de chocolat alors, un chocolat assez cacaoté quand même, hein, pas trop sucré, mais une petite sucrerie en collation, ça peut être intéressant parce que ça va induire un certain nombre de réactions qui, in fine, vont permettre de sécréter sérotonine et mélatonine, donc qui vont vous permettre de bien vous endormir et d'avoir un sommeil réparateur. Évidemment, on va essayer de limiter l'activité physique en fin de journée, parce que forcément, on va élever la température corporelle, on va avoir une certaine excitation qui vont nuire à un bon endormissement. Essayez de vous coucher et de vous lever à horaires réguliers. Le corps a horreur de tout ce qui est non régulier. Donc, plus vous avez des habitudes régulières, et puis meilleur sera votre sommeil. Donc, avoir une température basse dans votre chambre. Pour certaines personnes, mettre en place un petit rituel. Ça peut être lire, ça peut être effectuer quelques respirations quand on est au lit, respirer quelques huiles essentielles qui sont calmantes ou qui vont favoriser l'endormissement. Ça peut être les trois. Il suffit juste de trouver sa routine. Alors, une dernière chose par rapport aux lumières bleues. Vous savez que les lumières qui sont émises par les ordinateurs, par les téléphones, empêchent de sécréter la mélatonine. Donc, bien entendu, limitez votre exposition ou ayez des filtres lumière bleue. Limitez votre exposition aux ondes. Ne regardez pas votre réveil toutes les 2 minutes si vous avez du mal à vous endormir. Alors maintenant, je voudrais rentrer dans la partie des plantes, de l'inflammation et de la douleur. Alors, on va parler de plantes et d'huiles essentielles aujourd'hui. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes que j'utilise auprès de mes clients et qui ont plutôt du succès. Alors, voilà la gamme que je vais vous présenter là dans les 10 minutes qui viennent. Alors, je rentre dans le détail, je crois que c'est plus simple. Alors, on a un premier complexe de plantes. Je voulais vous le présenter en premier parce que celui-là, il rassemble 3 plantes qui sont très intéressantes, qui sont l'arpagophytum, donc la griffe du diable, un arbre dont on utilise l'écorce, le saule, et puis la reine des prés, dont on utilise les sommités fleuries. Alors, les effets de ce complexe de plantes, c'est quelque chose qui va vous permettre de gérer votre douleur, donc analgésique, et de gérer l'inflammation. Alors, pourquoi ? Pour tout ce qui est affection rhumatismale, comme l'arthrose, la goutte. Pour tout ce qui est douleur également, donc on va avoir les douleurs type migraine, mais aussi tout ce qui est autour de la dysménorrhée, les douleurs au niveau des oreilles. On va pouvoir gérer la fièvre, les grippes, bien sûr. Donc, c'est en fait un produit qui est assez intéressant dans la mesure où il a une diffusion qui est progressive. Il est sous forme de gélules qui sont à diffusion progressive, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'en prendre trop régulièrement. La posologie qui est habituelle est de prendre une gélule toutes les 12 heures. Alors, attention, par rapport aux plantes qui sont présentes dans ce complexe, on fera attention si on est allergique à l'aspirine. Pour les personnes qui sont sous anticoagulants, qui souffrent de gastrite ou d'ulcère gastrique, vous allez voir pourquoi. Je rentre dans le détail de chacune des plantes. Donc, l'écorce de saule que l'on utilise, le saule est utilisé justement pour ce côté analgésique et antithermique. Mais donc, il a aussi une très forte action anti-inflammatoire.
Alors, le saule a d'autres fonctions, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez les contre-indications. Il est anti-agrégant plaquettaire, hein, il est astringent, il est œstrogénique également. Donc, du coup, on fait attention quand on prend du saule, si l'on est allergique à l'aspirine, puisqu'il contient en fait un dérivé de l'acide salicylique, donc qui est semblable à l'aspirine. Si on prend des anticoagulants ou des anti-inflammatoires, il va falloir prendre du saule avec précaution. La reine des prés, dont on utilise, comme je vous le disais, les sommités fleuries. Donc, ces effets sont surtout anti-inflammatoires et analgésiques, hein, donc pour traiter la douleur. Mais donc, on va aussi travailler sur tout ce qui est diurétique et uricosurique, donc qui vont permettre l'élimination de l'acide urique, notamment dans le cas des crises de gouttes. Fébrifuge, donc permet de faire baisser la fièvre, antiplaquettaire là également, astringent comme le saule. Donc on a les mêmes contre-indications que saule. Également, donc on va éviter de prendre de la reine des prés si on prend déjà des antihypertenseurs. L'arpagophytum, donc qu'on appelle griffe du diable, hein, on utilise sa racine. Donc vous comprenez pourquoi on l'appelle griffe du diable quand vous voyez la tête qu'a la racine. En fait, cette plante, elle est ultra connue pour tout ce qui est gestion des inflammations, mais aussi gestion de tout ce qui est affection rhumatismale. Alors, elle permet aussi de gérer la douleur, elle est antispasmodique, elle est diurétique et hypourémique. Elle a aussi un effet cholérétique et hypocholestérolémiant. Ce qui fait que, donc, alors il y a la posologie, mais je vais d'abord parler des contre-indications, ce qui fait qu'il va falloir éviter de l'utiliser en cas d'ulcère gastrique, en cas de diarrhée ou d'intestin irritable, mais aussi en cas de grossesse. Donc la posologie habituelle, là on est sur une forme fluide, liquide, donc parce qu'on peut utiliser cet arpagophytum en unitaire, hein, et pas seulement sous la forme de gélules. Donc on va l'utiliser à raison de 3 pipettes d'1 millilitre dans un petit peu d'eau par jour. Ces 3 pipettes que l'on peut mettre aussi dans une grande bouteille d'eau et consommer la bouteille d'eau tout au long de la journée. Le cassis ribes nigrum, donc là, on va utiliser ses feuilles. Alors, le cassis est aussi ultra connu pour son effet anti-inflammatoire et antalgique, et en fait, surtout son effet cortisone-like. Donc, le cassis est notamment vraiment indiqué dans les cas d'allergie. Honnêtement, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de retours de personnes qui ont pu se passer ou vraiment diminuer leur quantité de cortisone dans le cas des pics allergiques et gérer leur allergie par l'intermédiaire du cassis. Donc, ça a un côté vraiment très intéressant de ce point de vue-là, anti-inflammatoire aussi très puissant. Il est aussi diurétique, le cassis, donc il faut quand même avoir ça à l'esprit. Et bon, cerise sur le gâteau, on va dire, antioxydant. Et le cassis améliore aussi la circulation veineuse. Donc, on va l'utiliser exactement comme l'arpagophytum tout à l'heure, avec des pipettes de 1 millilitre. Donc, on peut aller jusqu'à 6 millilitres par jour, donc 6 pipettes d'1 millilitre dans le cas d'inflammation, de réaction inflammatoire particulièrement importante. On n'a pas de contre-indication pour le cassis. Alors, une autre plante qui est très intéressante, c'est la luzerne ou l'alfalfa. Alors, on la connaît beaucoup sous la forme de graines germées, mais la luzerne, on l'utilise aussi en phytothérapie, notamment pour gérer tout ce qui est équilibre acido-basique. Alors, pour une raison très simple, c'est que la luzerne est extrêmement riche en minéraux. Donc, ce côté très riche en minéraux, de manière très polyvalente, va permettre de reminéraliser, donc d'aider le corps à bien gérer la déminéralisation qui souvent est induite par un déséquilibre acido-basique. La luzerne a aussi un côté anti-inflammatoire. Rééquilibre la balance acido-basique, j'en ai déjà parlé. Alors, la luzerne est aussi très conseillée dans les cas d'ostéoporose. Donc, elle permet de bien reminéraliser. Elle a un côté œstrogénique, donc elle va pouvoir aider à gérer tout ce qui est dysménorrhée et bouffée de chaleur. Donc, en posologie, donc là, vous voyez, c'est un très gros flacon parce que la reminéralisation, elle ne se fait malheureusement pas en 2 temps, 3 mouvements. Il faut prendre une cure qui, ici, est une cure de près de 3 mois dans ce flacon. Donc, on conseille de prendre 3 gélules par jour, qu'on essaye toujours de bien prendre, pas toutes en même temps, de manière à optimiser l'assimilation. Alors, en contre-indication, bien entendu, la présence de phytoœstrogènes. Du coup, on ne va pas l'utiliser en cas de grossesse et puis on évite de faire des cures de luzerne en continu.
Alors, le curcuma, lui, il est ultra connu. Bien entendu, de prendre des tisanes de curcuma, de l'huile essentielle de curcuma ou bien du curcuma dans son alimentation est très intéressant. Mais quand on a besoin de gérer une pathologie inflammatoire chronique ou aiguë d'ailleurs, de prendre des compléments alimentaires de curcumine de manière concentrée est vraiment très intéressant. Le fait d'avoir du gingembre et de la curcumine, c'est simplement le gingembre qui va permettre de potentialiser l'absorption, d'augmenter l'absorption de la curcumine. Donc, c'est un anti-inflammatoire qui va agir à la fois sur le côté articulaire, mais aussi sur le côté digestif. Donc, on va le proposer pour des pathologies type tendinite, dans la polyarthrite rhumatoïde, mais par exemple aussi dans le cas des maladies de Crohn. Ah ben voilà, ça vient juste après. Donc, tout ce qui est côlon irritable, maladie de Crohn. Donc en posologie, on conseille ici, avec le dosage qui est proposé dans ce produit Soria, de prendre une gélule 3 fois par jour. Attention, la curcumine, il faut vraiment la prendre pendant l'alimentation, donc pendant un repas, de manière à ce que ce soit mieux absorbé, puisque la curcumine va être mieux absorbée en présence de corps gras. Alors, en contre-indication, attention aux obstructions biliaires, hein, attention à tout ce qui est grossesse, allaitement, et si vous prenez déjà des anticoagulants ou des antiacides, on va vraiment recommander de ne pas prendre de curcuma. Les oméga 3, vous vous souvenez, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Et bien ici, donc si on n'a pas suffisamment d'apport dans son alimentation, on conseille d'apporter des oméga 3 et particulièrement les oméga 3 animaux que sont l'EPA et le DHA. Alors, dans les EPA et les DHA, on entend beaucoup parler des DHA pour tout ce qui est cognitif, et donc à juste titre. Ici, ce qui va nous intéresser sur les inflammations chroniques, ce sont les EPA. Donc ici, on a les deux, hein, EPA, DHA, ce qui est souvent le cas. Voilà, donc moi, je recommande, dans le cas d'inflammation chronique, là aussi, de se supplémenter si l'on n'en consomme pas suffisamment dans son alimentation. L'huile de foie de morue a l'avantage de contenir également de la vitamine A et de la vitamine D. Donc du coup, outre le côté inflammation, gestion de l'inflammation chronique, on va aussi conseiller les oméga 3 type huile de foie de morue dans le cadre de l'ostéoporose, puisque avec la vitamine A et la vitamine D, on va améliorer la fixation du calcium. On peut l'utiliser aussi dans le cas des syndromes métaboliques. C'est très indiqué d'avoir un apport suffisant en oméga 3, mais aussi les maladies cardiovasculaires. Donc la posologie ici sur ce produit sera conseillée de 2 gélules 2 fois par jour pendant les repas. C'est le même principe que la curcumine. Ce sera mieux assimilé si vous le prenez pendant les repas puisque c'est un corps gras. Il n'y a pas de contre-indication sur la prise d'oméga 3 de type Soria. Enfin, je voudrais terminer avec quelques huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour gérer les douleurs et les inflammations. Alors, les huiles essentielles, toujours à utiliser avec beaucoup de précautions sur les conseils de quelqu'un qui vous a bien questionné sur la possibilité de les utiliser. Attention, ce sont des produits puissants, donc on ne fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Alors, pour gérer les problèmes musculaires et les douleurs musculaires, les spasmes musculaires, moi, je vous conseille 3 huiles qu'on trouve assez facilement, qui sont la lavande vraie, la marjolaine à coquille et le romarin à camphre. Donc, sur cette dernière, le romarin à camphre, on fait attention, il y a des personnes qui ne supportent pas le camphre. Pour gérer tout ce qui est œdème, donc les bleus et les gonflements, alors il y a une huile qui est très très connue, qui est l'hélicryse, qui a un autre nom qui s'appelle l'immortel, qui vient notamment de Corse, et donc qui est une huile vraiment formidable, un peu chère, mais formidable, qui marche très très bien. Ça, ce sont des huiles qui sont très connues pour aider à gérer l'inflammation. C'est la Golterie, donc il y en a 2 sortes, Golterie couchée et Golterie odorante. Et puis l'eucalyptus citronné, donc elles sont ultra connues pour gérer les inflammations. Ultra connues vraiment à juste titre puisqu'elles sont très efficaces. Ensuite, la citronnelle, elle va permettre de régénérer les tissus. Donc typiquement, j'ai un problème de tendinite. Dans ce cas-là, je vais pouvoir utiliser la citronnelle dès que la phase inflammatoire a été gérée. Et puis, je vous ai mis 2 dernières huiles qui sont aussi très intéressantes, je trouve, pour leur côté revitalisant.
et cortisone-like. Donc, vous vous souvenez qu'on a parlé du cassis qui est cortisone-like. Vous avez aussi l'épinette noire et le bouleau, qui sont deux huiles qui permettent de stimuler la sécrétion de cortisol. Donc, on va avoir ces huiles-là que l'on peut utiliser soit sur les surrénales, qui sont les glandes qui permettent de sécréter la cortisone, ou bien soit sur les plantes des pieds, puisque c'est là que les huiles vont rentrer et aller dans la circulation sanguine le plus vite possible. Voilà, donc j'ai terminé mon exposé. Alors, je vais simplement faire une petite conclusion. Donc, vous avez vu que les piliers de la naturopathie permettent de maintenir une bonne hygiène de vie au quotidien, à la fois sur son rythme de vie, sur la gestion de son stress et de son sommeil, mais aussi sur l'alimentation, la nutrition, donc le contenu de votre assiette, votre activité physique et les respirations. Vous avez vu que si vous avez un problème inflammatoire, si vous avez des douleurs, il va falloir peut-être faire un petit peu plus attention à ce que vous mangez, avoir une alimentation un petit peu plus vertueuse et limiter des écarts d'aliments qui sont connus pour être plutôt pro-inflammatoires. Il existe des solutions naturelles qui vont vous permettre d'aider à gérer ponctuellement. Et vous savez que le corps a ses ressources pour guérir et qu'il faut simplement aider votre corps à l'aider à les trouver. Surtout, cherchez bien la cause, voire la cause de la cause pour ne pas déplacer le problème. Voilà, je vous remercie. Et puis, je suis, ainsi que Françoise, à votre disposition pour les questions. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait revoir une slide. C'était le slide avant celui de la gestion du stress. Alors, donc, avant la gestion du stress. Donc, on était encore dans la partie alimentaire, je pense. Gestion du stress, celle-ci. Est-ce que c'était ça ? Qu'est-ce qui avait demandé ça ? C'était Astrid qui avait posé cette question. Est-ce que c'était ce slide ? Ouais. Encore l'autre également. Parce que donc on avait juste après. Oui, alors peut-être l'influence des intestins. Est-ce que c'était ça ? Astrid, est-ce que c'est bon pour les slides que je remontre ? Astrid est là, mais pas de réponse. Bon, on va supposer que c'est bon. Alors, on avait une autre question concernant un diabète de type 1. Alors, Fred. Ouais, Fred. Alors, honnêtement, là, comme ça, je n'ai pas envie de vous donner de réponse parce que je ne veux pas faire de bêtises à vous dire il faut prendre ça, ça, ça. Il faudrait que je puisse en savoir un petit peu plus depuis quand vous souffrez de ce diabète. Alors, je vois bien, vous êtes sous insuline lente et rapide, mais franchement, je suis embêtée de vous répondre comme ça à cette question. Voilà, je préférerais, vous pouvez m'envoyer un mail, dans ce cas-là, j'y répondrai ou on se parle au téléphone, mais je ne voudrais pas vous donner un conseil comme ça que vous preniez pour argent comptant derrière. Ça me gênerait, désolée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Tout le monde est bien calme aujourd'hui. Oui, pas de remarques. Donc, n'hésitez pas à faire vos commentaires sur les conversations. Vous avez la possibilité de nous laisser des commentaires si vous ouvrez la fenêtre des conversations. Je pense que je vais revenir. Ah, voilà. Donc, mais n'hésitez pas, Fred, à m'envoyer un petit message. Ce que l'on comprend en tout cas avec ta présentation, c'est qu'effectivement, il y a une vraie nécessité de faire attention à son alimentation qui peut vraiment basculer dans un sens ou dans un autre. Elle peut être pro-inflammatoire ou à l'inverse, quand on a une inflammation, on peut déjà résoudre un certain nombre de problématiques en faisant attention à son alimentation et en y apportant certains aliments qui bien sûr peuvent être complétés par les plantes en cas d'inflammation chronique. Là, l'alimentation ne sera pas toujours suffisante en cas de chronique ou de crise, mais j'aime bien ton approche de beaucoup insister effectivement sur ces aliments qui sont
vraiment indispensable pour limiter ces inflammations de bas grade. Tout à fait. Moi, j'ai vraiment des clients qui me disent qu'ils sentent, quand je les vois de manière régulière, ils me disent bien qu'ils sentent quand ils font des écarts, tout de suite, ils sentent voilà, des douleurs qui reviennent, un rhume qui revient, des douleurs aux oreilles qui reviennent. Enfin, c'est impressionnant. C'est assez flagrant. Pour des gens qui sont sensibles, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui ont cette chance de pouvoir manger tout et n'importe quoi. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment pérenne, mais en tout cas, de manière ponctuelle, il y a des gens qui sont beaucoup moins sensibles que d'autres. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut vraiment bien se connaître. Il y a des gens qui devront suivre un régime ou des habitudes alimentaires très strictes, d'autres qui pourront se permettre beaucoup plus de liberté. Le tout, c'est de bien connaître l'influence, de déjà connaître les aliments qui peuvent poser problème, de les limiter et puis de voir ceux qui font du bien et ceux qui font moins de bien. Je voulais revenir aussi sur la partie plante que tu as évoquée, quand tu parlais par exemple de l'arpagophytum ou du curcuma. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une inflammation, quand elle commence à être douloureuse, elle est présente dans le corps depuis un petit moment, quelques semaines, voire quelques mois, voire quelquefois des années. Et lorsque l'on fait un apport en plante avec le curcuma ou avec l'arpagophytum, on ne peut pas attendre du corps qu'en une semaine, tout soit résolu. Donc, il faut, quand on travaille le terrain, il faut l'accompagner sur des semaines. Quelquefois, le curcuma devra être pris. Quand on parle de curcuma chez nous, c'est bien sûr les curcumines, qui sont les extraits ou les curcuminoïdes, qui sont les extraits du curcuma. Et il y a vraiment une nécessité de les prendre pendant 6 semaines, 2 mois, voire plus quand on est sur des cas un petit peu plus graves. C'est pareil pour l'arpagophytum qui nécessite aussi des prises sur le long terme. J'ai un médecin qui me dit régulièrement plus on prend l'arpagophytum, plus ce sera durable dans le temps. Et c'est vraiment son expérience qui lui a montré ça. Donc, ne pas hésiter à partir du principe qu'on modifie son alimentation sur le long terme et on complémente sur le long terme pour vraiment arriver à diminuer ces inflammations qui sont présentes depuis très longtemps. Je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu voulais rajouter. J'ai déjà dit beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses. En tout cas, il y en a qui nous disent merci pour cette intervention très intéressante, très limpide. Donc, merci à toi, Louise. Merci à vous. Ce que je vous propose aussi, c'est nous avons enregistré cette conférence et elle sera disponible sur Facebook. On vous mettra sur le Facebook de Soriaville et tu le diffuseras aussi sur Choisir Naturaux. Nous diffuserons le lien et nous le mettrons également sur YouTube. Donc vous pourrez revoir certains points ou revoir certains slides qui méritent certainement pour l'un de vous des éclaircissements, surtout quand on veut remettre en cause son alimentation. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés, surtout d'avoir écouté Anne-Lise, qui est toujours très, très précise dans sa présentation. Et merci de votre écoute. Merci à tous et à toutes. Et bonne journée. Bonne journée à vous.